Aujourd'hui, je reçois Anna Jardin-Lévesque, une dirigeante engagée qui prouve que l'entrepreneuriat peut être un formidable levier de transformation sociale. À la tête d'Andycall, une entreprise adaptée spécialisée dans la relation client, Anna a su transformer une opportunité professionnelle en véritable mission. Depuis 2006, elle œuvre pour l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail, démontrant que la différence est une force pour l'entreprise. Son parcours est particulièrement inspirant. Après des études d'économie et de finance internationales à Sciences Po, elle choisit de quitter le monde bancaire pour rejoindre l'aventure entrepreneuriale familiale. Aujourd'hui, Andycall compte près de 400 collaborateurs, réalise plus de 11 millions d'euros de chiffre d'affaires et surtout fait la différence dans la vie de nombreuses personnes avec 96% des collaborateurs qui vivent mieux leur situation de handicap grâce à leur emploi. Anna incarne parfaitement l'alliance entre performance économique et impact social positif. Une preuve vivante que l'entreprise peut être un véritable moteur de changement dans notre société. Je vous laisse avec notre discussion avec Anna. Bonjour Anna. Bonjour Jeanne, enchantée. Bienvenue sur le podcast Pourquoi t'as fait ça, dans une saison toute spéciale qui est dédiée à l'inclusion et à la diversité, où je reçois des entrepreneuses, des entrepreneurs qui ont fait du coup un choix dans leur entreprise sur ces thématiques-là, et où je viens un peu explorer le pourquoi du comment et l'histoire qui a mené l'entrepreneuse ou l'entrepreneur ici. C'est ce qu'on va faire du coup avec Anna aujourd'hui dans cet épisode. On va avoir une discussion comme on a l'habitude sur le podcast d'environ 1 heure pour découvrir un peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici et puis les réflexions qu'il y a autour. On va pouvoir partager ça ensemble pendant cette heure de discussion. Avec plaisir. Je vais du coup commencer par la première question qui est: est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites? Eh ben oui, je peux. Je suis Anna Jardin-Lévesque, j'ai 50 ans. J'ai 3 enfants de 25 ans, 20 ans et 18 ans, ma fille. J'habite à Paris et je dirige une entreprise singulière qui s'appelle Andycall. Est-ce que tu peux on va revenir un peu aux prémices, on va dire. Est-ce que tu as toujours été dans l'entrepreneuriat? Pas du tout. Pas dans l'entrepreneuriat et pas non plus dans l'économie sociale et solidaire. En fait, c'est des opportunités finalement dans la vie qui m'ont conduite vers Andycall. Moi au départ j'ai une formation d'économie et de finance internationale, donc assez loin de l'économie sociale et solidaire, et puis à la fin de mes études à Sciences Po j'ai été embauchée dans la banque. J'en suis ressortie aussi vite que j'ai été rentrée parce que ça m'a du tout plu. Et à ce moment-là, en fait, j'avais la chance d'avoir un père multi-entrepreneur qui avait créé plusieurs entreprises. Et puis, finalement, simplement, j'ai choisi d'aller travailler avec lui dans ces entreprises, dans l'informatique et dans l'IT. C'est d'ailleurs là que j'avais rencontré Céline Redon, qui t'a donné mon nom. Voilà, c'est dans cette vie-là. Et donc, pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé plutôt sur des fonctions commerciales dans l'informatique et l'IT, l'intégration de solutions de centre d'appel. Jusqu'à ce que mon père vende son entreprise en 2006. Et à ce moment-là, moi, je suis en congé maternité, donc je viens d'avoir ma fille. Il va avoir un prospect qui s'appelle Andycall à Bordeaux, qui a été créé en 2004, donc l'entreprise a 2 ans à ce moment-là. Et il s'aperçoit qu'en fait, il va rien leur vendre parce qu'ils sont proches du dépôt de bilan, et il me propose de reprendre cette boîte avec lui. Mmh. Et là, au départ, je veux dire, c'est pas du tout une évidence pour moi. D'abord parce que à ce moment-là, j'habite dans l'Essonne et que la boîte est à Bordeaux, que Mmh. cette boîte, elle travaille les prestataires en centre de relations clients. Donc, je dirais que ça, on connaît, mais on connaît sur la brique IT, pas sur la Mmh. brique justement RH.
le développement des compétences, etc. Et puis, donc, ces prestataires étaient nos clients Mmh. auparavant. Moi, je travaillais avec des gros du secteur, qui sont plutôt d'ailleurs des gros, des entreprises mondiales, voilà, à plusieurs centaines de milliers de collaborateurs. Et puis, le dernier point, c'est que cette entreprise, elle est vraiment particulière parce que elle intègre des personnes en situation de handicap. Mmh. Et là, 2006, moi je connais rien au handicap. On a la chance dans notre famille de voilà de pas avoir été touché de près ou de loin. Et donc, bah, j'ai aussi, comme je connais pas, j'ai aussi tous les a priori qu'on peut avoir sur le handicap, c'est-à-dire que ça va être moins bien, ça va être moins performant, ça va être voilà. Et du coup, bah honnêtement, j'ai pas envie d'y aller. Clairement, j'ai pas envie d'y aller. Et puis mon père me dit bah écoute, viens voir. Et puis là, bah, effectivement, on y va. Et je vois bah, que les gens, en fait, ils sont comme moi, que il n'y a pas de fauteuil roulant, que ce sont des personnes qui sont amenées à apprendre un nouveau métier, en fait, parce que leur pathologie les a à un moment donné éloignés du marché de l'emploi. Et là, bah oui, je me dis effectivement, quelque part, ça fait écho à nos valeurs de, voilà, d'équité, de donner une chance aussi, et c'est ça qui avait motivé mon père, je pense, au départ, c'était de dire, finalement, lui, il avait eu de la chance dans sa carrière et de se dire, ben, voilà, il avait envie aussi de rendre à ce moment-là. Et donc, bah, on y est allé. Et on s'est engagé vraiment, d'abord sur la qualité des prestations. On est rapidement devenu ISO 9001 en 2008, je crois. Et puis, ben, on a trouvé de nouveaux clients parce que c'était la priorité. Mmh. Et puis on a travaillé sur le développement des compétences. Donc c'est comme ça que c'est parti. J'étais pas du tout, moi jeune, pour moi, et pourtant quand même élevée par des entrepreneurs. Enfin même Oui, mes donc grands-parents étaient tu baignais dans commerçants, l'entrepreneuriat. donc je veux dire c'était. Et puis pour le coup, le fait que bon, moi dans ma famille on est deux filles et un garçon. Mon frère est aussi entrepreneur et on est voilà, on a été élevés dans le fait, enfin, dans l'idée que c'était possible et que, au contraire, faire du commerce et de l'entrepreneuriat, c'était aussi de la liberté. Mmh. Mais pour le coup, moi, j'avais un rapport au risque qui faisait que, pour moi, en fait, enfin, d'ailleurs, Mmh. j'ai fait des études où, voilà, c'est hyper cadré, c'est toutes choses égales par ailleurs, et tout est rationnel. Bon, bah, sauf que la vraie vie, c'est pas tout à fait ça. Et puis, enfin, je me serais pas du tout épanouie finalement dans ça. Mmh. Donc, c'est comme ça que ça a démarré en 2006, en fait. D'accord. Quand tu as travaillé, dans les entreprises, de ton père, c'était au niveau, aussi de la direction générale? Pas du tout. Je faisais du commerce. D'accord, OK. Ouais. OK, donc c'est pour ça que le handicall, du coup, c'était vraiment un challenge à tous les niveaux, quoi? Ah mais complètement. Et en fait, petit à petit, et ça, c'est vrai que je peux dire un grand merci à mon père qui est décédé maintenant il y a 18 mois, mais de m'avoir toujours soutenu en fait dans tout ce que je proposais, et en fait, du coup, on s'est ajusté et j'ai pris ma place, voilà, au fur et à mesure. J'ai démarré bah, sur le commerce, la qualité, parce qu'il fallait qu'on travaille absolument sur la qualité de la prestation et la satisfaction de nos clients. C'était ça aussi qui allait tirer la Mmh. croissance. Voilà, lui au départ était plutôt sur bah, justement la direction générale, les finances, etc. Et puis bah, petit à petit, l'entreprise grossissant, j'ai voilà pris une autre place. Ce qui m'a fait me sentir entrepreneur, c'est deux choses. D'abord en 2015, j'ai eu un prix à l'entrepreneuriat, concours de l'entrepreneuriat au féminin, Mmh. prix Entreprendre autrement dans la région par France Active Centre-Val de Loire. France Active qui est un des financeurs de l'entrepreneuriat engagé. Bah ça finalement, avoir cette récompense, ça paraît un peu bête, mais pour moi ça a été aussi une des premières fois où je me suis sentie ouais chef d'entreprise, Mmh. légitime à cette place-là. Et puis l'autre fois, c'est aussi j'avais en 2015 j'ai pu participer à un programme qui s'appelait l'Université d'excellence à HEC, qui était dirigé vers des dirigeants d'entreprises adaptées comme les Handicall. Donc entreprise adaptée, c'est une entreprise qui est agréée par l'État avec un objectif social d'insertion de D'accord. personnes en situation de handicap à plus de 55% de son effectif. Et là, en fait, bah, j'ai eu un coaching parce que moi, j'avais toujours dans l'idée aussi que pour être entrepreneur, déjà, fallait avoir créé.
Il fallait avoir eu une idée de génie en partant de rien. Bah, sauf que c'est pas ça en fait. C'est des opportunités qu'on saisit, c'est un contexte dans lequel on accepte de prendre un risque. C'est ça qui fait qu'on est entrepreneur. Et à ce moment-là, dans un coaching avec Sabrina Djeffal, qui est coach de dirigeants, voilà, elle m'a dit, mais en fait, tu sais que développer, c'est ok aussi que c'est de l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, ah Mmh. bah ouais. Et pour le coup, on avait développé l'entreprise, on était passé de 300 000 euros à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc développer, oui, je l'avais fait. Et voilà, c'est un peu des étapes en fait qui font Mmh. que on se sent entrepreneur et puis Oui. à sa place pour le coup. Et je crois que effectivement, on connaissait rien au handicap, mais moi, c'était absolument dans mes valeurs et j'avais envie euh, de permettre aussi aux gens de trouver une place simplement Mmh. dans la société. Et je crois vraiment que l'entreprise, elle a ce rôle aussi quelque part un peu politique Mmh. de de travailler à une société avec un grand S plus inclusive où chacun a sa place parce que finalement quand on a une place on a aussi une perception de soi qui est différente et du coup c'est une société qui est plus juste quoi tout simplement. J'ai envie de rebondir sur plein de choses que tu viens de dire, c'est super intéressant. Déjà, merci de mettre en lumière les différentes formes d'entrepreneuriat parce que comme je te le disais en off, c'est vraiment l'objectif de ce podcast, c'est aussi de montrer que entreprendre, bah, ça prend vraiment mille et une formes et souvent Mm, celles qu'on lui donne au final. C'est-à-dire qu'on peut créer son propre entrepreneuriat et souvent, notamment sur LinkedIn, on voit toujours les mêmes types d'entreprises, les mêmes types d'entrepreneurs. Et ça fait du bien de voir qu'il y a aussi d'autres manières d'entreprendre. Ça ouvre l'horizon de tout le monde et je trouve que c'est super important. Et le deuxième point sur le entreprendre ses politiques, en plus avec... donc là, on enregistre, on vient de passer les législatives, etc. ouais. Et j'ai fait partie d'un mouvement qui s'appelle Entreprendre ses politiques, Ok. Bah, oui, tu vois, j'ignorais. où justement on mettait en avant en quoi l'entreprise avait un rôle dans la société parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs, notamment digitaux, qui mettent en avant la partie très individualiste de l'entrepreneuriat, de la réussite personnelle, de l'argent, etc. Et dans ce groupe, c'était important pour nous de mettre en avant que c'était aussi de participer à la société et d'apporter aussi de la valeur dans le commun, en fait, plus que dans l'individualité. Donc ces paroles qui n'ont pas été préparées tombent à pic. Pour aussi finalement, avec cette volonté, effectivement, que l'entreprise ait une mission, quelque part, hein, de dire qu'on contribue à un projet qui est plus grand justement que les Mmh. individualités. Mais c'est aussi comment chacun, par rapport à nos talents, par rapport à ce qu'on est, comment on incarne ça. Et en fait, je trouve que ça, c'est hyper important aussi justement quand on est entrepreneur, mais quel que soit finalement aussi quand on a des responsabilités Mmh. en général, on soit effectivement aligné entre ce qu'on est et ce qu'on fait. Et puis je crois que ça donne beaucoup plus de puissance à ce qu'on fait. Mmh. Carrément, carrément. Ça donne du sens, et ça donne un sens, encore plus, motivant. Surtout que, bah, l'entrepreneuriat, on le sait, c'est pas facile, hein. Mm. Il y a des périodes compliquées, donc quand on trouve comme ça un sens puissant à ce qu'on fait, ben, ça nous porte et ça nous permet justement de braver un peu les difficultés. Tu parlais de ta personnalité qui était plutôt bah, dans la sécurité, etc., et moins dans le Mm. risque. Ça m'a beaucoup parlé parce Ouais. que moi, je suis à l'inverse, quelqu'un qui est beaucoup dans le risque, qui prend des murs très rapidement, etc. Parce que j'ose beaucoup et Ouais. j'ai pas une grande peur du risque, ce qui parfois me fait défaut. Et des fois, j'aurais bien voulu avoir cette partie un peu plus sécuritaire, assurer un peu les arrières, etc. D'ailleurs, j'ai été accompagnée pendant un moment par Céline,
qui m'apportait un peu cette D'accord. brique-là Ouais. pour, un peu me calmer et cetera. Du coup, quand tu as eu cette opportunité avec Andy Cole, comment tu as géré au début, bah, justement, ta personnalité qui avait un peu peur du risque? Comment tu as pu, gérer tout ça, en prenant, toutes les composantes, dont tu nous as parlé qui ont été des challenges pour toi? Bah, en fait, je l'ai pas fait seule au Mmh. départ. Et ça change quand même carrément la donne parce Mmh. que bah, j'ai eu la chance de le faire avec mon père. Je le disais, il avait réussi, il avait revendu son entreprise, donc quelque part, on n'était pas bon. On n'a pas investi énormément d'argent au départ, mais je veux dire, on était quand même sécurisé par ça. Donc, j'ai pas senti là, voilà, un risque fou. Et puis en plus, ce qu'on a senti aussi tout de suite, c'est que ben, notre offre, elle était différente et donc sur le marché, ça répondait. Ça Mmh. répondait que on pouvait aussi réembarquer les collaborateurs dans le projet. Et en fait, ce qui fait aussi qu'on n'a pas peur, c'est justement qu'on n'est pas seul quelque Mmh. part face aux défis qu'on a à relever, quoi. Je crois que et finalement, au fur et à mesure, bon, parce qu'en vieillissant aussi, j'ai travaillé sur moi, voilà, pas mal de d'éléments, notamment sur bah, ce besoin de sécurité, ce besoin aussi quelque part de liberté à l'inverse, et que finalement Mmh. on m'autorise parfois à faire des choses. Bon, bah aujourd'hui, j'ai envie de m'autoriser seule. En 2019, les choses ont aussi changé parce que à ce moment-là, bon, je disais que mon père avait créé ou repris des entreprises et revendu. Et donc, ben, en 2019, on a une offre de rachat pour Handicall. Et, Mmh. et à ce moment-là, ben, j'ai dit à mon père, non mais moi, en fait, voilà, j'ai pas envie dans cette entreprise. D'abord parce que ce que je fais, ça me plaît. Ça a changé aussi Mmh. quelque part. Je crois que les peut-être moi j'ai nourri l'entreprise, mais l'entreprise m'a aussi vraiment nourri. Et donc en 2019, finalement c'est moi qui ai racheté. Et parce que j'ai dit, je pense que voilà, je suis capable de développer. Et à ce moment-là, je me suis posé la question aussi de qu'est-ce que j'avais envie Mmh. pour moi, pour l'entreprise. Mais finalement, c'est lié, quoi. C'est-à-dire, je crois que le projet, quand on est entrepreneur d'une PME, ce qu'on veut faire de l'entreprise, c'est aussi lié à nos convictions profondes, quoi. Mmh. Et en fait, à ce moment-là, il y a un truc, moi, qui a été un vrai révélateur pour moi, c'est qu'on faisait une étude d'impact avec France Active, une étude d'impact sur l'impact social d'un retour durable à l'emploi chez Handicall pour les personnes en situation de handicap. Et là, ce qu'on a mesuré, c'est que pour 96% des personnes qui rentrent chez nous, elles vivent mieux leur situation de handicap, Mmh. et que pour plus de 8 personnes sur 10, ça participe à améliorer l'équilibre de leur vie. Donc c'est fort quand même quand on dit Mmh. ça. Et moi, je me suis dit à ce moment-là, bah ok, mais là, en fait, il faut accélérer parce que si on a cet impact-là, c'est ça en fait le moteur de notre croissance et le moteur surtout de notre envie de croître. Mmh. C'est pas juste vouloir développer du nouveau business, même si ça passe par là, hein, et qu'on n'est pas du tout, on est vraiment dans une logique de business au service de la mission. Mmh. Mais l'idée de se dire là, ben oui, j'ai envie de changer d'échelle et de doubler de taille de l'entreprise pour doubler notre impact en fait. C'est Mmh. ça. Et donc c'est ce que j'ai fait dans le plan stratégique 2020-2024 là qu'on est en train de, on est sur la dernière année qui est marquée par nos 20 ans aussi, hein, les 20 ans de Mandicall, et là on va être presque 400, plus de 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc oui, on a réussi à doubler, on a réussi à intégrer plus de personnes et on mesure encore aujourd'hui que plus de 82% des personnes qui rentrent chez nous en situation de handicap, finalement, ce retour au travail, c'est ben, un meilleur équilibre de vie parce que c'est retrouver de la confiance en soi, c'est retrouver un sentiment d'utilité. C'est finalement c'est ça le choix de société aussi de l'entreprise adaptée, hein, pour ramener des personnes dans l'emploi. C'est que on a beau dire que le rapport au travail se dégrade depuis le Covid, que moi, je crois que le travail, c'est aussi un vrai levier d'intégration dans la société et que euh, je rencontre tous les collaborateurs qui rentrent chez Handicall et parfois on m'a partagé, j'ai en tête le témoignage d'une femme qui me disait que elle avait perdu son travail il y a 2 ans et la réalité, c'est que depuis 2 ans, elle sortait pas de chez elle.
Donc évidemment que le retour au travail, ça a changé sa vie. Mm. Ah ouais, c'est un pilier social important, quoi. Mais ouais, complètement. Et puis là, d'ailleurs, dans le cas de aussi notre bilan de la stratégie, on a réalisé une nouvelle étude d'impact avec France Active autour du changement de regard sur le handicap. Parce que ce qu'on pressentait, c'est que travailler avec Handicall, ça participe aussi à changer le regard que les personnes euh, ont Mm. sur le handicap. Et ce qu'on a mesuré, c'est que pour près de 85% effectivement des personnes, ça change le regard qu'ils ont sur le handicap. Parce que justement, parfois, on se rend compte que le handicap, il n'est pas visible, hein. Mm. Il y a des équipes chez nous qui sont une mixité de profils, des jeunes, des vieux, des personnes en situation de handicap, des personnes valides. Et on croit vraiment que la diversité, c'est une richesse, quoi. Et dans cette étude aussi, ce qu'on a démontré, c'est que 100% de nos partenaires, donc là, nos clients, mais pas que, hein, aussi nos partenaires de l'emploi, qui nous aident dans le recrutement, dans le sourcing, nos financeurs, que ce soit les banques ou l'État, puisqu'on est aussi une entreprise financée par l'État, parce que disent à 100% que on déconstruit les stéréotypes du handicap. Et moi, j'aime cette idée en fait d'aller Mm. contre contre tout un tas d'idées reçues, de mettre des gens dans les cases. Et en fait, il n'y a pas vraiment de généralité sur le handicap. Parcours est singulier. Par exemple, on dit en général, les personnes en situation de handicap sont pas diplômées. Bon, ok. Mm. Alors ça, c'est une réalité dans nos chiffres. Et à la fois, il y a 15 jours, je rencontre une personne qu'on a recrutée sur Tours, une personne qui a un peu plus de 50 ans. Et en fait, ce monsieur, il avait un cabinet de courtage en assurance. Donc, je veux dire, il était entrepreneur. Donc c'est dingue parce que, mais il a connu une maladie à un moment donné qui fait que il peut plus exercer son métier. Et donc, à ce moment-là, il apprend un nouveau métier chez nous. Ok, ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, bah, justement, de Andy Cole, de sa mission, de ce que vous faites là-bas, des clients que vous avez, comme ça donnera encore plus de contexte à ce que tu viens de dire. Ouais, bien sûr. Oui, donc en Nicole, on est prestataire de services en relation client. Donc on est ce qu'on appelle un BPO, un outsourceur. On a aujourd'hui, donc je disais, près de 400 collaborateurs. On est implanté sur 4 sites. Bordeaux, le site historique, mais on avait ouvert Tours en 2009, Chartres en fin 2010 et Lyon en 2012. Donc aujourd'hui, on est basé sur ces 4 sites, plus un siège en Île-de-France à Étampes, dans les Salles. Notre métier, donc, c'est de proposer des services d'externalisation de la relation client, et on le fait essentiellement pour des grands donneurs d'ordre qui sont aussi des entreprises engagées. Et ça, pour nous, c'est important aussi d'avoir des clients qui nous ressemblent. En fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est aussi la qualité des relations qu'on a en interne, mais aussi avec nos clients qui va faire la différence. Et sur le partage de valeurs et Mm, sur des entreprises qui veulent participer aussi à changer, à améliorer le monde. mm, Donc on travaille beaucoup avec dans le domaine de la mutuelle, de la santé, avec le groupe Vive, Harmonie Mutuelle, la MNT, pas mal dans le domaine de la banque. Avec la Caisse d'épargne, Banque Populaire, également dans le domaine de l'énergie, avec des entreprises comme Enercop, mais mm, aussi Engie, GRDF, EDF, voilà, plutôt des grandes entreprises. On a toujours, quand on a repris Handicall, on avait une chance, c'est que on avait un gros client. Bon, c'était une chance et un risque aussi parce que ce client, il pesait 95% du chiffre d'affaires quand on ah a oui. repris. Et ce client, c'est SFR. Là, demain, je vais à Bordeaux pour 2 jours et on va fêter les 18 ans de notre partenariat avec SFR. Mm, Voilà, c'est chouette aussi. Que finalement, au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise, on ait gardé des partenariats socles qui nous permettent d'intégrer plus de personnes. Il y avait au départ peut-être une dizaine de personnes qui travaillaient pour SFR. Aujourd'hui, on en a une grosse vingtaine. Et c'est un partenariat historique pour Handicall.
OK. Donc ce que je comprends, c'est que les clients, en fait, de faire appel à Handycall, ça prolonge leur mission, ça vient intégrer une brique en plus, sur, leur mission et leur, engagement, pour, l'inclusion, grâce du coup, à un service client, qui prône les mêmes valeurs, en fait. Ouais, beaucoup de grandes entreprises souhaitent développer ce qu'on appelle les achats inclusifs, Mmh. c'est-à-dire finalement des achats qui permettent nouer avec des entreprises qui permettent aussi, enfin, en tout cas qui portent des actions euh, envers des publics fragiles. Donc ça peut être des personnes en situation de handicap comme l'entreprise adaptée, mais ça peut être aussi des entreprises d'insertion, Mmh. voilà, des entreprises innovantes. Mais l'idée, c'est finalement de dire, quand on est une entreprise, ben, on a une responsabilité vis-à-vis de ses salariés, vis-à-vis de ses clients, mais on a une responsabilité aussi dans les partenariats qu'on noue, parce que ben, les grandes entreprises, elles ont des montants d'achat, je veux dire, ça a un impact considérable, quoi. Mmh. Et aujourd'hui, de plus en plus, vraiment, ça descend clairement de la stratégie, et c'est vraiment un objectif pour ces grandes entreprises, que D'accord, OK. aussi d'affirmer leur rôle dans la société. Quand j'ai découvert, du coup Handycall, quand, Céline m'a donné ton contact, bah, je savais pas du tout que ça existait. Est-ce que votre axe, il est unique? Est-ce que en fait, il y a plusieurs entreprises, qui ont bah, qui sont sur ce créneau-là, sur, la valorisation de l'handicap, sur le service client? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a à peu près, je crois, 600 entreprises adaptées en France. Mmh. Grosso modo, ça doit peser 25 à 30 000 salariés. Toute taille d'entreprise, beaucoup aussi issus d'associations en fait, hein, dans le monde du Mmh. handicap, qui ont développé des activités connexes. Sur le secteur de la relation client, il y a quelques acteurs qui sont tous plus petits que nous. Et, oui, ça existe. C'est vrai qu'en 2006, c'était hyper innovant en fait de créer une entreprise. En 2004, là, les fondateurs qui ont créé Handicall, c'était hyper innovant parce que à ce moment-là, quand on parlait entreprise adaptée, on parlait souvent sous-traitance industrielle ou jardinage. Et Mmh. finalement, assez peu des secteurs à valeur ajoutée. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises adaptées qui se développent, alors soit dans le secteur de la relation client, mais aussi dans dans le recyclage, dans l'informatique, vraiment sur des secteurs qui sont à forte valeur ajoutée. Et c'est important aussi de montrer qu'on peut aller sur ces secteurs-là justement, qui sont plus stratégiques pour les entreprises. Quand vous allez, au niveau commercial, quand vous allez, chercher des clients, vous avez aussi, bah, ces critères, d'engagement, enfin de la part des clients, c'est le type d'entreprise que vous allez chercher ou c'est plus large? Ben, on va dire que c'est le type d'entreprise qu'on attire. Mmh. Effectivement, parce que oui, parce que elle cherche aussi à remplir cette mission-là, donc c'est plus facile. Mais après, parfois, on peut travailler avec des entreprises qui sont pas forcément spécifiquement engagées sur le handicap, mais qui veulent un bon prestataire, qui veulent un prestataire local aussi. Nous, Mmh. on axe beaucoup nos différenciations aussi. Je disais que nos concurrents, c'est un marché mondial global, et nous, finalement, c'est aussi le 100% en France. Mmh. On peut avoir des clients plus petits mais locaux qui cherchent avant tout voilà, un bon prestataire. Et on est sur des opérations qui sont aussi de plus en plus complexes, donc c'est important de d'avoir un client qui est proche pour nous transférer la compétence, hein. Parce que quand on fait du service client dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'énergie, on fait deux métiers différents. Alors, Mmh. on va avoir des compétences transverses et des basiques, on va dire, en termes de relations clients, mais en termes d'expertise métier, elle va être très différente si on est un énergéticien ou une mutuelle. Oui. Et donc là, on doit être justement dans une logique aussi de transfert de compétences et d'accompagnement avec nos clients. J'entendais que, l'un des grands piliers, d'Handycall, c'est le recrutement et j'imagine aussi la formation. C'est quand même, du coup, enfin,
quelque chose d'important au vu du public et au vu de la mission qui après est confiée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le recrutement et la Ouais. formation des personnes qui rentrent chez Handicall? Alors, le recrutement, on recrute. L'important pour nous, c'est de créer un écosystème local, en fait, avec toutes les parties prenantes, notamment au service public de l'emploi, hein. Bon, France Travail maintenant, mais historiquement, Cap Emploi et Pôle Emploi. Aussi, des associations, parfois, des entreprises d'insertion, d'être présent sur tous les forums de l'emploi locaux. On recrute beaucoup de cette manière-là. Et on a aussi un bon niveau de recommandation, donc on peut aussi avoir des collaborateurs qui sont dans l'entreprise qui recommandent Handicall. Et au moment du recrutement, on va mettre les personnes en situation pour évaluer les aptitudes à faire. Puisque même si les profils sont très divers, il y a des compétences transverses qui sont complètement transposables. Mmh. Donc si vous avez fait de la relation client en face à face, par exemple, dans un magasin, ou bon bah vous le ferez au téléphone et ça sera effectivement transposable. Après, même si on a été infirmière, bah, dans la capacité à prendre soin, à communiquer, à accompagner, on va retrouver des compétences qu'on va aussi pouvoir transférer dans les métiers de la relation client. Donc la première étape, c'est évaluer les aptitudes. Une fois qu'on a évalué les aptitudes, les personnes vont entrer dans un processus de formation. Alors, soit c'est un processus de formation un peu long, de plusieurs mois, avec un organisme de formation type AFPA ou le FAFIEC, où là, les personnes vont travailler dans le cadre d'un titre conseiller relations clients à distance, qui est un titre niveau Mmh. bac, avec des phases d'immersion en stage chez nous. Et donc, l'intérêt de ce type de dispositif, c'est que vraiment, on reprend une logique de réussite en fait dès le départ avec cette formation qui vient être validée par un titre. Et puis aussi, comme nous, on évalue beaucoup sur la mise en situation, bah là, avec des périodes de stage, ça permet aussi de part et d'autre de s'assurer que, ben, en fait, ça va correspondre à nos attentes. Mmh. Donc ça, c'est le premier dispositif, mais pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'on ait de l'anticipation et du temps, ce qui Mmh. n'est pas toujours le cas quand on doit démarrer des opérations. Ensuite, le deuxième dispositif, on a toute une équipe de formateurs en interne, et donc sinon, on va former sur des temps plus courts aux basiques de la relation client, et ensuite, on va former aux produits. Dans un premier temps, si c'est une première formation, souvent c'est le client qui vient nous former et qui transfère la compétence vers nos relais formation, et ensuite, on est tout à fait capable de reformer aux produits. Et suivant les opérations, ça peut aller de une journée à 4 semaines de formation. D'accord, OK. OK, très clair. Et une des complexités de notre métier, c'est que il faut à la fois s'assurer de créer le lien avec le client et de répondre à ses attentes, tout en utilisant une multitude d'outils, Mmh. parce que parfois nos conseillers peuvent avoir jusqu'à 10 applications ouvertes pour répondre Oui, aux clients. d'accord. OK. Je voulais revenir sur ce que tu avais mentionné, sur le fait que tu t'as pas voulu à un moment, vendre l'entreprise et que du coup tu l'as rachetée. Tu disais que ça t'avait transformée. Est-ce qu'on peut un peu plus parler de ça par rapport à l'impact, que cette aventure entrepreneuriale a eu sur toi? Et j'imagine Mhm. peut-être sur ton entourage, parce que tu disais que tu avais des enfants. Est-ce que, ça a aussi impacté, tes enfants, sur la mission que tu menais, chez Handicall? Comment je vais répondre à cette question? Alors oui, ce qui est sûr, c'est que moi, pour moi, Nicole, ça a largement participé à changer ma vie. Ça, c'est une évidence pour moi. Peut-être je peux dire aussi qu'en 2020, au moment justement où je reprends l'entreprise, quasiment, je rentre au CJD. Je sais pas si tu connais le CJD, mais c'est Non. le Centre des jeunes dirigeants. C'est la plus vieille association patronale en France, et D'accord. c'est une association patronale qui promeut vraiment l'économie au service du vivant et pas l'inverse. Mmh. Donc voilà, l'homme est au centre, plus globalement tout le vivant maintenant. Et quand je suis rentrée au CJD, alors que j'avais jamais appartenu à aucun réseau, c'est vraiment l'école du dirigeant dans le sens où finalement c'est développer le dirigeant pour développer l'entreprise. Et ça, je crois que quand on est une PME, c'est clair que euh, l'impulsion en fait que donne le dirigeant, elle est essentielle, quoi. Mmh. Et dans le cadre du CJD, moi, j'ai pas mal travaillé sur moi, sur mes motivations aussi profondes,
je te disais aussi la liberté, Mm. incarner vraiment ses valeurs. Donc oui, ça m'a changé. Ça m'a changé et ça a changé peut-être certaines choses pour mes enfants. Bon, alors déjà mon fils aîné il travaillait avec moi. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que cette notion d'entreprise familiale chez nous, elle est très forte. Quand mon fils aîné sortait du collège ou du lycée, il venait directement au bureau. Voilà, il y avait son Mm. grand-père, sa mère. C'est évidemment que ça marque. Et en fait, quand il a fait son école de commerce, il a voulu faire son alternance chez nous. Et bien que je l'en ai dissuadé, enfin j'ai essayé de l'en dissuader, voilà, il l'a fait et je crois qu'il incarne aussi bien les valeurs de l'entreprise et dans une logique de transmission. En tout cas, c'est quelque chose, voilà, auquel on pense. Et donc oui, je pense que quelque part mon parcours, ça l'a évidemment influencé. Mon deuxième fils, lui, il voulait être pilote de ligne en fait quand il était plus jeune et puis finalement, il a eu son bac pendant le Covid. Mhm. Il s'est dit non, mais bon, pilote, non. Et puis finalement, il s'est tourné vers l'informatique. Il a fait l'école 42 pendant 2 ans. Mhm. Et puis un jour, dans le cadre des formations que je fais, etc., on se posait des questions quant à nos rêves. En fait, se dire finalement, quand on est porté par un rêve, c'est aussi ça qui nous donne envie et qui Mm. nous épanouit finalement. Donc j'avais questionné mon fils en début d'année en lui disant mais toi c'est quoi ton rêve? Et il m'avait dit je sais pas, j'en ai pas. Et je m'étais dit merde, quand on a 19 ans pas avoir de rêve. Et en fait quelques mois plus tard il me dit même je voudrais te dire quelque chose. J'ai avant. Et il me dit, ben voilà, je voudrais revenir à mon rêve de pilote. Et je me dis, en fait, peut-être ça n'a rien à voir avec moi, mais Mm. en tout cas, d'avoir questionné ça chez Oui. lui, donc il a tout changé et là, il intègre une école de cadet de pilote de ligne à la fin Excellent. de l'année. Je suis hyper fière de lui aussi parce que finalement, c'est aussi vraiment se donner les moyens de faire ce qu'on a envie de faire. Et voilà. Et puis, ce même fils m'a dit, mais avec Blanche, qui est ma fille, ma seule fille après 2 garçons et ma petite dernière. Alors moi, je te disais, voilà, j'ai fait un bac C, Dauphine, Sciences Po. L'école pour Mm. moi, c'était ultra important voilà, d'être toujours dans la perfection et tout. Et en fait, ma fille à 16 ans, elle m'avait préparé un PowerPoint et elle m'a dit, ben voilà, je voudrais te présenter mon projet, je veux faire le CNED. Donc autant dire que c'était pas du tout dans mon modèle. Finalement, après avoir réfléchi, après avoir essayé voilà, de lui proposer d'autres choses, Mm. je me suis dit qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est que de toute façon, c'est une belle personne, elle va réussir, je sais pas comment, et hier, elle a eu son bac, voilà, par ce Mm. CNED. Enfin, en ayant une formation pendant 2 ans au CNED, elle a fait sa première et sa terminale, donc je suis hyper fière d'elle. Et oui, c'est aussi accepter quelque part aujourd'hui, j'accepte peut-être d'autres modèles quoi de réussite ou d'épanouissement parce que finalement, c'est aussi ça, tu disais souvent la réussite entrepreneuriale, c'est l'argent, c'est Mm. ouais, bon je vais pas te dire que l'argent je m'en moque, mais je veux Mm. dire c'est tellement plus que ça. Mm. Et aujourd'hui, nous on va vraiment chercher une performance globale quoi parce que la performance économique, il en faut. Mais c'est aussi une performance sociale, une performance environnementale. Et je crois que c'est ça aussi que j'ai envie de partager et que mes enfants aient aussi cette idée-là d'une réussite qui est avant tout finalement d'être heureux de faire ce qu'on fait. Ah ouais, non, c'est sûr. C'est la performance économique, mais au service de quoi, en fait? Bah, c'est ça. Mm. Mm. Et là, je discutais il y a pas très longtemps avec une personne avec qui j'avais fait un coaching et, qui me disait qu'elle accompagnait des jeunes. D'ailleurs, elle avait accompagné ma fille là, sur son orientation aussi. Et elle dit, elle a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sortent d'HEC, qui sortent de Centrale, et en fait, ils sont en burn-out les jeunes quoi, parce que ils se disent finalement tout ça pour. Mm. Et je crois que
bah, il y a le moyen, mais c'est surtout pourquoi on fait les choses, quoi. Et ça, c'est Mais quand oui, même non, c'est clair. essentiel. Je trouve que c'est important ce que tu nous as partagé sur, en fait, le fait d'être entrepreneur par rapport à nos enfants. Alors moi, ils sont tout petits, hein, mais je vois déjà que ça ouvre les possibilités et ça permet aussi une représentativité, haute. C'est-à-dire que moi, mes parents n'étaient pas du tout, dans l'entrepreneuriat, ni mon entourage. Donc j'ai eu du mal à me lancer au début parce que je me disais: «Bon, Mmh. pas trop de gens comme moi qui sont dans l'entrepreneuriat en Ouais. vrai». Et là, je vois, mes fils, donc j'ai 2 fils de 4 et 6 ans et ils me voient faire le podcast et tout et à un moment, ils ont pris le micro et ils ont fait un petit épisode, de Excellent. de Ouais. podcast, et je voyais qu'ils reprenaient, la manière dont je posais les questions. Enfin, c'était dingue et c'est là que je vois l'impact, en fait, que ça peut avoir, aussi, sur l'entourage. Il y avait mon mari aussi qui me disait, lui, il est salarié, mais du coup, là où il était plutôt quelqu'un qui était là: «Bah, non, moi, je sais pas trop, il y a pas trop de trucs qui me passionnent et cetera. Je suis un peu le truc». Bah, là, en fait, il va se dépasser, aller chercher des opportunités plus grandes et cetera. Mmh. Et on en parlait à un moment, il me dit: «Mais tu sais, c'est aussi de te voir, te mettre, parfois en danger, d'oser des choses qui fait que, ben, moi je me dis: "Ben, je peux le faire aussi"». Donc c'est Ouais. fou comment ça peut impacter aussi, notre entourage et je trouve que c'est super important parce que c'est comme ça que, bah, au final chacun va trouver son chemin comme tu disais, peut-être Mmh. pas celui qu'on avait C'est en clair. tête, mais Après, je crois que quand on a des enfants petits, quand même, le challenge, c'est de voir comment on va se faire accompagner. Parce que moi, je sais que quand, notamment quand Blanche était petite, puisque j'ai démarré, elle était bébé, mmh, bah, j'ai eu une chance folle parce que j'ai trouvé une personne formidable pour s'en occuper, que ma mère était à 2 pas hyper dispo, ma belle-mère pareil. Et donc quelque part que j'avais pas forcément de charge mentale par rapport à ça, mais mmh, c'est pas toujours le cas. C'est que finalement, voilà, quand on prend le premier avion à 6h50 à Orly, vous emmenez pas votre fille à l'école, quoi. bah, Et oui. d'ailleurs, souvent, elle me l'a longtemps reproché en disant non mais je crois que t'es jamais venu me chercher à l'école. Mais je crois que finalement aujourd'hui, elle est quand même fière d'avoir une mère entrepreneur, donc. Oui, bah, ça c'est vrai que ça vient questionner. Ça me parle beaucoup parce que l'année dernière, en fait, j'ai fait un burn-out par rapport à mon entreprise. Ça fait 6 ans que je suis entrepreneur D'accord. et en fait, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat avec la naissance de mon premier fils. Donc en fait, j'ai fait tout mon entrepreneuriat avec des enfants en Ouais, bas âge, en essayant de vouloir faire, la superwoman qui ouais. qui est partout et cetera et au final, je me suis cramée et en même temps, il y avait aussi, le regard des autres. Je me rappelle, j'étais dans un coworking, il y avait plusieurs entrepreneurs et on m'a souvent dit, parce que c'était plus le papa du coup qui était, auprès des enfants et on m'a souvent dit: «Non mais là, tes enfants te voient pas», enfin j'ai même eu une psy qui m'a dit que je loupais, les meilleures années, qu'ils allaient avoir du mal à se construire et cetera, enfin des Ouais, trucs, très durs ouais, ouais. et du coup, en fait, bah, moi, en interne, je voyais ce que ça a créé aussi. Bah, ça crée aussi, des liens différents avec le papa, des liens, du coup, très forts parce qu'il était très présent avec eux. En même temps, il me voyait aussi m'épanouir dans un domaine. Alors, il se fait que j'en ai fait trop et que du coup, j'ai explosé. Mais pour moi, c'était pas, enfin, c'est de ce que je voyais et du coup ce que les autres ne voyaient pas, c'est aussi l'impact de faire ce que j'aimais et ce qui me portait, ce qui avait du sens pour moi Ah, mais complètement. et voilà et en fait, même si, ça peut paraître, ben, pas correct par rapport à certaines conventions, de la société, par rapport à certaines personnes, bah, en fait, faut ouais, chacun son chemin, quoi. Chacun crée un Ouais. moment, Ouais, ce mais il y a qui quand est même des attentes de la société par rapport à ouais. ça qui font qu'aujourd'hui, pour les femmes chefs d'entreprise, c'est quand même pas C'est forcément dur, bah évident oui. Mmh. de. Et puis après, il y a des phases, là, donc j'ai fait mon burn-out. En plus, tout de suite après, je suis tombée enceinte, du coup, là, je vais avoir, donc 2 garçons, une petite fille, comme toi. Pas comme moi. Et là, en fait, je suis dans une phase où, bah, je vais enfin, je suis tout à fait OK pour ralentir et me dire que je vais profiter, là, de ma partie maman, pendant, Hmm. quelques années et puis voir plus tard, de pouvoir avoir une autre phase peut-être de plus d'entrepreneuriat dans ma vie. Enfin, il y a aussi des phases, j'ai eu du mal à l'accepter, hein. C'est vrai que
c'est difficile quand on a l'ambition de Mmh. vouloir toujours plein de projets, plein Ouais. la tête, etc. Mmh. Mais aussi, on voit qu'il y a des phases dans la vie et que rien n'est définitif au final. C'est-à-dire que même si là, je suis plus maman qu'entrepreneur, et ben après, je serai peut-être plus un peu plus Mais tu vois, entrepreneur ce que. truc du temps d'accélérer ou de ralentir, moi, ça me parle aussi beaucoup. Et bon, là, j'ai eu 50 ans cette année. À la phase de ma quarantaine, je me suis mis à courir. Alors, je courais beaucoup. J'ai fait, voilà, des courses de 10 kilomètres, un semi, tout ça. Et en fait, après, j'ai eu envie de ralentir. Et aujourd'hui, ben, j'ai plus trop envie de courir, mais par contre, j'ai un petit rituel de yoga le matin. Et en fait, tout ce qui fait baisser ben justement la charge mentale, mais en tout cas de s'offrir des temps. Hmm. Et pour mes 50 ans, je me suis offert 9 jours de marche sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mhm. Et voilà, j'ai adoré ça. Alors que un, j'étais jamais partie à pied, et deux, j'étais jamais partie avec un sac à dos. Euh, mais cette manière d'être dans le moment présent, parce que Hmm. bah, le seul sujet c'est d'arriver à faire tes 20 ou tes 25 kilomètres du jour, de profiter du paysage, et t'as le temps puisque tu vas lentement. Et en fait, ouais, je trouve que c'est aussi bah, des phases en fait de vie qu'il faut s'autoriser si on sent que c'est ça qui est bon pour nous à ce moment-là. Ah ouais, non, c'est clair, c'est clair. On arrive presque à la fin de notre discussion. Est-ce qu'il y avait un sujet qu'on n'a pas abordé que tu t'aurais voulu peut-être aborder? Bah, peut-être pour par rapport justement à l'intégration, tu vois, de personnes différentes, enfin perçues comme différentes. Hmm. Et la culture d'entreprise, j'ai pas mal réfléchi par rapport à ça récemment. Et vraiment, ce que je me suis dit, c'est que bah, finalement, intégrer aussi, mais c'est lié également à mon chemin personnel, hein, pour le coup, finalement d'avoir ouais voulu être forte, faite, etc. Hmm. De dire finalement c'est aussi quand on travaille sur ses fragilités, vrai c'est qu'on s'épanouit davantage, et Hmm. que dans l'entreprise je crois que c'est pareil, c'est-à-dire c'est quand on intègre la fragilité, qu'on accepte la fragilité dans l'entreprise, ça nous rend plus résilients. Ok. Et ça, je pense que c'est important. Et ça rejoint aussi le fait que bah, l'entreprise, c'est pas juste un centre de profit, quoi. L'entreprise, elle a une existence en propre, et puis il y a un espèce de projet au-dessus de nous, quoi, qui est une mission qui est plus grande que les individualités. Ouais, ça c'est vrai que c'est un message super important et j'ai fait beaucoup de coaching pendant mon entrepreneuriat. Et là, je suis en train d'en faire un qui est plus sur le temps long, qui dure 2 ans, et justement qui met en avant ce côté d'une politique, aussi par rapport aux vivants, par rapport à la place qu'on va avoir dans le monde, etc. Et ça auprès même de solopreneurs ou de freelance. Parce que même si on n'a pas une grande entreprise, ben c'est aussi ça qui nous drive et c'est aussi ben on fait au fond on apporte aussi notre petite part Hmm. en faisant partie de la société civile et avec notre projet d'entreprise, si chacun trouve un peu sa mission, son créneau, etc., ben c'est ensemble qu'on va pouvoir changer les choses, quoi. Non, non, c'est super important, ouais, carrément. Alors, on arrive aux deux dernières questions du podcast. C'est des questions rituelles. Je pose aux invités. Donc, la première, c'est est-ce que tu as une ressource, quel que soit le format, ça peut être un bouquin, ça peut être un film, un reportage, comme tu veux, que tu veux partager, qui toi, peut-être, t'a impacté dans ton aventure entrepreneuriale ou dans ta vie plus largement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? J'en ai deux.
Mhm. Qui sont liés à un travail que j'ai fait dans la dernière année. Le premier, ce serait le moment présent d'Eckhart Tolle, justement sur le fait, entre guillemets, d'élever son niveau de conscience. Et je crois que c'est quand même super important. Et un autre qui, pour moi, est fantastique, c'est la magie. Mais alors, je sais plus le nom de l'auteur. La magie, qui est en fait un rituel à faire sur 28 jours, je crois, ou 29 jours, de gratitude. Mhm. Et je crois que développer aussi sa capacité à ressentir de la gratitude et se rendre compte de la chance qu'on a sur plein de domaines, en fait, dans sa relation avec les autres, dans l'argent qu'on a, les paysages qui nous entourent, d'être mais ça rejoint un peu finalement quelque part le niveau de conscience aussi, mais c'est être Oui, conscient de ça. Euh, pour moi, c'est ça a été un exercice que j'ai adoré faire, et l'idée c'est que tu commences toutes tes journées en écrivant 10 gratitudes, donc 10 choses pour d'accord. lesquelles tu as de la Excellent. gratitude. Excellent, on mettra les liens dans la Ouais. description pour les auditeurs. Et puis j'arrive à ma dernière question, qui du coup est à qui tu donnes le bâton de relais, qui tu verrais à ta place dans ce podcast? Ben écoute, comme je suis issue d'une entreprise familiale, j'ai envie de te donner le nom de quelqu'un de ma famille, et ce sera mon frère, donc Julien Excellent. Jardin. Top. Ben, du coup, je le Aussi contacterai déjà de ta part. multi-entrepreneur. Excellent. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de. Là, il nous reste encore quelques minutes. Je vais quand même insérer une question du coup, c'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. D'accord. Sur l'entreprise familiale, t'as vécu ça avec ton père. Là, tu disais qu'il y avait ton fils qui t'avait rejoint dans l'entreprise. Est-ce que donc, enfin, quand tu en parles, on voit ça comme une force, mais j'imagine que ça doit pas être forcément être évident de travailler avec des membres de sa famille au quotidien. Alors, tu sais, cette question, on me l'a souvent posée, et en fait, même on me disait, non mais avec ton père, vous engueuliez quand même parfois le dimanche. Parce que bon, ce que j'ai pas précisé, c'est que jusqu'à il y a 3 ans ou 4 ans, je vivais aussi la maison à côté de lui. Mmh. Donc voilà, on est quand même un espèce de clan. Et non, c'est franchement, pour moi, ça a été que positif, quoi. Alors souvent, c'est vrai, on dit, finalement, quand on reprend l'entreprise de ses parents, on peut avoir, bah oui, mais moi, j'aurais pas fait comme ça, moi ceci, moi Mmh. cela. La personne qui part sans partir, quoi, qui transmet. Pas vécu ça avec mon père pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand j'ai travaillé avec lui précédemment, je lui étais pas du tout rattachée mes premières Mmh. expériences. Les entreprises étaient suffisamment grandes pour que je sois suffisamment loin de lui, tout en étant pas loin. Et puis ensuite chez Ambicall, en fait, on avait vraiment chacun notre périmètre. Il était aussi enfin, je le disais, hein, quand on a repris en 2006, officiellement, il était à la retraite. Donc bon, il a continué à travailler pendant 14 ans encore, progressivement aussi en se détachant quand même du quotidien, et vraiment avec toujours euh, enfin voilà, il a toujours bien reçu les idées que j'avais, toujours vraiment non, ça n'a pas été compliqué, hein. Et avec mon fils Mmh. aujourd'hui, c'est pas compliqué non plus. Il m'est pas rattaché directement, il est rattaché à ma directrice commerciale, et c'est pas compliqué. Je pense que euh, en fait, quand tu travailles avec quelqu'un, souvent ce qui est facile, c'est si tu as le même cadre de valeur aussi. Oui. Et donc là, je dirais que de fait, t'as ce même cadre de valeur. Ouais. Donc ce qui va choquer l'un va choquer l'autre. Ce qui va nous énerver tous les deux. Ce qui va nous faire plaisir tous les deux. Donc à partir de là, voilà, ça veut pas dire que parfois t'as pas des confrontations d'idées parce que t'es pas d'accord sur un truc, mais Mmh. en tout cas par rapport aux valeurs, en fait, c'est vraiment chouette. Et puis du coup, c'est tellement de temps. Voilà, passer ensemble et partager, que c'est précieux, quoi. Mmh. Carrément, carrément. Bah, merci beaucoup pour ce Avec plaisir. partage.
Merci pour, toute cette discussion, c'était super enrichissant. Merci d'avoir répondu avec authenticité, de nous avoir partagé, des petites anecdotes, j'espère que ça plaira aux auditeurs et puis, j'espère qu'on pourra peut-être se rencontrer, en vrai. Heu, Avec ce plaisir. serait ce serait avec grand plaisir, et puis, je te souhaite, heu, tout ce que tu veux pour le développement, d'Handical et puis pour ton petit chemin à toi aussi, personnel, Eh ben ainsi merci. qu'à Et tes toi de plans. profiter de l'arrivée de cette petite fille, voilà, Oui! avec tes grands garçons. Merci Et de prendre le beaucoup. temps qui te sera nécessaire. Oui, je le prends. Merci Anna, à Eh ben bientôt. merci à toi.